à New York, un paradis pour 2 retraités, la capitale du crime aux États-Unis. On pourrait même croire que Miami, c'est juste une station balnéaire pour beautiful people, mais c'est bien plus que ça. Que tous les États-Unis ont dit que c'est même la ville qui a le plus changé ces 10 dernières années. Une ville que j'ai donc explorée en 24 heures. Let's go! Welcome to Miami! Woo! Bienvenue au cours de Zumba. Vous savez tous ce qu'est la Zumba, un programme de fitness sur des rythmes latinos. Let's Zumba! Il faut être latino pour faire ça. Mais non! Je me sens tellement française, tu sais, je suis toute raide. Mais non! Il suffit juste d'aimer cette musique. À l'origine, le Zumba vient de Colombie, non? Mais c'est vraiment à Miami que ça a décollé. La Zumba a été inventée par un prof de fitness, un Colombien qui s'appelle Beto. Un jour, par chance, il a oublié ses cassettes de musique américaine chez lui. Alors il a foncé à sa voiture et il a pris ses cassettes à lui. Il n'écoutait que du merengue et de la salsa. Et il a découvert que ses élèves s'amusaient beaucoup et que pour son cours de fitness, ça marchait carrément bien. Il a lancé la Zumba en Colombie et après il s'est installé à Miami et ici ses cours ont eu un succès fou. Capitale économique de la Floride, Miami et sa région comptent plus de 2 millions d'habitants. C'est la ville la plus sexy et la plus torride des États-Unis. Plus proche des Caraïbes que de Washington, la Magic City, c'est la capitale officieuse de l'Amérique latine, où 60% de la population est d'origine hispanique. Il est 9 h, Miami se met en jambes. Et c'est dans le quartier de Little Havana que je décide de commencer mon exploration de la ville. Ici, tous les matins, les vieux Cubains de Miami se retrouvent au Maximo Gomez Park. Voilà. Hello. Bonjour. Alex. Alex, enchanté. Hola, hola. Comment ça va? Comment ça? Bien, ça et va? toi? Oui, muy bien. Bien, bien. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez quitté Cuba pour des raisons politiques? Là-bas, pour n'importe quoi, ils vous mettent 20, 25, 30 ans de prison. À Cuba, il n'y a pas de liberté, pas de droits humains. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim. Le peuple ne s'occupe pas de politique, mais de trouver à manger. Vous comprenez? Celui qui peut partir pour un autre pays part. Même si aujourd'hui le gouvernement de Barack Obama autorise les Cubains américains à voyager à Cuba, vous n'y retournerez pas? Non. Tant que le communisme existera, je n'irai pas à Cuba. Là-bas, on ne peut pas vivre. Celui qui ne connaît pas le communisme ne peut pas savoir. Mais moi, j'ai vécu 30 ans de communisme, de faim, de misère. C'est pour ça que beaucoup de gens fuient en barque et se noient. Parce que c'est presque mieux d'être mort que de vivre à Cuba.
Cuba, c'est la mort. Ici, beaucoup pensent comme Eduardo. Pourtant, depuis 2008, les Cubains américains ont la possibilité de visiter plusieurs fois par an leur famille et de leur envoyer davantage d'argent. J'ai cru comprendre que dans ce parc, on ne fait pas que jouer au domino. On parle aussi politique et parfois ça chauffe un peu, non? Oui, ici on parle un peu de politique. Mais on vient surtout pour jouer au domino et passer quelques heures pour s'amuser, dans la joie, comme en famille. Parce que nous, les Cubains, nous ne faisons qu'un. Nous, les exilés. Vous, en 30 ans, vous êtes déjà retourné à Cuba? Non, je n'y suis pas retourné en 30 ans. C'est pas que j'ai pas pu, c'est que j'ai pas voulu. Et vous? Bon, moi je n'y vais pas, parce que tant que la tyrannie sera au pouvoir, je ne visiterai pas ma patrie. On n'entre pas dans la maison d'un tortionnaire et on ne s'assoit pas à sa table. C'est pour ça que je ne vais pas à Cuba. C'est triste, mais au moins ici, vous avez un petit Cuba avec vos amis et compatriotes. J'espère qu'un jour Cuba sera libre. Et si je peux aider à libérer ma patrie, alors là d'accord. Mais pas juste pour la visiter. Allons prendre un café. Allons prendre un café. Salut to Cuba. To Cuba, hein? To freedom in Cuba. Cuba libre. Miami, c'est vraiment Cubaland. La ville appartient aux Cubains et ça se voit. Le maire est d'origine cubaine, celui du comté aussi. Il est 11 h, je décide d'explorer le quartier de Little Haïti. Y a pas un chat. Dans le comté de Miami, il y aurait plus de 100 000 Haïtiens. C'est la deuxième communauté étrangère après les Cubains. On était venu faire complètement autre chose. C'est un match de foot auquel on assiste. Et une des joueuses, c'est Marlène Bastien. Marlène Bastien, c'est une des militantes qui se bat pour les droits des Haïtiens et notamment pour les clandestins, pour qu'ils aient des papiers pour pouvoir vivre ici, notamment à Little Haïti. Et regardez tout ça, c'est des impacts de balles. Marlène, je suis ravie de vous voir. Moi également. Vous jouez au foot régulièrement? Pas généralement. Non. Je joue au volleyball. Je me baladais dans Little Haïti. Oui. C'est mort. Il n'y a personne dans les rues. Personne. Comment ça se fait? Ce qui s'est passé en Haïti, c'est une crise extraordinaire. Bien sûr. 200 000 morts. Beaucoup d'entre eux sont toujours sous les débris. Les gens, ils sont traumatisés. Mais ce match de foot, c'est pour quoi? Remonter le moral, parce que les Haïtiens, ils sont des passionnés de football. D'accord. C'est quoi ce tournoi? Le mois de mai, c'est le mois de la culture haïtienne. Ouais. Donc c'est la célébration qui se poursuit. Qu'est-ce que ça implique, cette célébration? En quoi elle est si importante pour vous? Bon, il y a un symbolisme extraordinaire attaché au drapeau. D'abord, c'est le symbole de l'indépendance, Ouais. le symbole de la liberté, donc Ouais. de l'affranchissement des Haïtiens et du joug de l'esclavage. Mais surtout, c'est un signe, je veux dire, d'attachement, Bien sûr. je veux dire, de Oui, solidarité entre les Haïtiens. oui. D'accord, d'accord. Pourquoi vous vous battez, vous, aujourd'hui? D'abord, pourquoi vous vous présentez au Congrès américain? Et pourquoi vous vous battez depuis si longtemps? Je pense que les Haïtiens, ils ont contribué à tisser la fabrique sociale, économique et politique des États-Unis. Les Haïtiens se sont battus à la guerre de l'indépendance des États-Unis. Ils ont beaucoup contribué à l'économie de ce pays. Et s'il y a un peuple que les Américains devraient traiter avec beaucoup plus de respect et de dignité, ce sont les Haïtiens. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? J'aimerais que le Congrès américain passe une loi pour documenter les 12 millions d'immigrants qui sont sans documents. C'est injuste. Ouais. Alors qu'ils travaillent, ils paient le taxe comme tout le monde, mais ils le traitent comme des parias. Ouais. Alors moi, je me bats pour aller au Congrès pour changer tout ça. Vous avez bon espoir de faire passer cette loi auprès de l'administration mais bien d'Obama? sûr, nous réussirons. Ouais. Quand? J'en sais rien. Ouais. Mais nous nous organisons avec le but de réussir.
Aujourd'hui, c'est la fête. Pourtant, derrière ces sourires, il y a une triste réalité. Un tiers des Haïtiens vivent dans la pauvreté faute de papier. Car contrairement aux Cubains, ils ne bénéficient pas de la loi dite du pied mouillé, une loi qui permet à tout Cubain qui atteint la terre ferme aux États-Unis d'obtenir un visa. Mais victoire pour les 30% de clandestins haïtiens. Depuis le tremblement de terre à Haïti, ils peuvent postuler pour un visa temporaire, et ce, grâce aux activistes comme Marlène. Direction les Everglades, la plus grande réserve de nature sauvage subtropicale du continent américain. Aujourd'hui, 2 biologistes en charge de la protection des Everglades m'emmènent explorer cet écosystème unique au monde. This is great. Si je comprends bien, il y a 100 ans, Miami ressemblait vraiment à ça. Oui, à une époque. Regarde là sur la carte, on voit les Everglades aujourd'hui. C'est où Miami? Ici. Là, on est à West Palm Beach, Fort Lauderdale et Miami. Toutes ces villes de la côte ont fusionné pour former une seule et gigantesque métropole qui fait presque 300 km de long. Aujourd'hui, les Everglades et toutes les espèces animales qui y vivent sont prises en sandwich entre les 2 grandes zones urbaines côtières. Et le problème des Everglades aujourd'hui, ce sont les espèces invasives, c'est bien ça. Et c'est là que vous intervenez. T'as certainement déjà entendu parler du python de Birmanie. C'est un serpent de grande taille, très prisé comme animal domestique. Quand ils sont bébés, les pythons sont tout petits et ils ne coûtent pas cher. Mais quand ils grandissent, ils deviennent énormes et les gens ne peuvent plus s'en occuper. Beaucoup de personnes ont relâché leurs serpents dans les Everglades en pensant que c'était la meilleure solution. Avec les années, on se retrouve face à une population importante qui s'est très bien acclimatée. Ces serpents sont des prédateurs redoutables et ils se nourrissent d'espèces très différentes qui sont essentielles à la survie des Everglades. En ce moment, nous concentrons nos efforts sur les serpents de Birmanie, les varans du Nil et le lézard téjou d'Amérique latine. Pour te donner une idée, 25% des plantes et des animaux qu'on trouve en Floride du Sud ne sont pas endémiques. C'est énorme. Seule une minorité deviennent invasives, mais ça suffit à poser problème. Bon bah vous avez pas mal de boulot alors. Allons-y. C'est donc parti pour 2 heures de chasse aux pythons, aux téjous et autres plantes indésirables. Bon là, ils ont repéré ce qu'on cherche depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le téjou, là, le fameux téjou. On en a attrapé un, regardez ça. Wow. Il est déjà grand, mais ce n'est pas encore un adulte. Il va encore doubler de taille. Il sera aussi grand que toi. Quoi? Aussi grand que moi? Ouais, Mais non. si. Et ce petit gars-là a un cousin encore plus grand qui s'appelle le varan du Nil et qui sait tout faire à part voler. Il grimpe aux arbres, il nage, il creuse des galeries. Oula, ça devient dangereux là. Ces varans n'ont pas vraiment de prédateurs dans les Everglades. Un lynx pourrait peut-être en attraper un de temps en temps. Bah y a vous. Malheureusement. Désolé téjou. Ça nous fait vraiment mal au cœur. C'est pas drôle pour nous de devoir capturer ces animaux magnifiques pour les tuer ou les mettre en cage pour le restant de leur jour. Il est 14h30, c'est la sortie des classes ici à Miami et je suis au Miami Rescue Mission car ici, tous les vendredis après-midi, après l'école, les enfants pauvres reçoivent des sacs à dos de l'association Feeding South Florida. Venez. Hi Candice. Hi. Salut, je vous attendais. Alexandra. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you as well. I understand that. Alors c'est bien ici que vous organisez le programme sac à dos? Exactement, viens, je te montre. Nous avons lancé un programme après l'école qui cible environ 135 enfants âgés de 6 à 16 ans de plusieurs écoles aux alentours. Et ces enfants ont besoin de nourriture. Nice to meet you.
Comment vous faites pour savoir quoi leur donner, savoir s'il vaut mieux leur donner tel ou tel produit? On essaie de faire en sorte qu'avec ce qu'on donne, les parents puissent faire un repas complet ou compléter ce qu'ils ont déjà chez eux. Ça veut dire que si ces enfants ne reçoivent pas ces sacs à dos, ils ne mangent pas du week-end? Il arrive qu'il n'y ait pas assez de nourriture chez eux ou qu'ils ne mangent pas à leur faim. Il se peut qu'il y ait une famille avec 5 enfants, par exemple, dont les 2 parents travaillent le week-end. S'il n'y a personne pour préparer à manger, les enfants ne mangeront pas de repas chaud. Ces enfants sont souvent capables de s'ouvrir une boîte de soupe et de la réchauffer, mais s'ils n'ont pas cette soupe sous la main, ils ne se feront pas à manger. Quand les parents rentrent et leur demandent ce qu'ils ont mangé, la réponse est rien. C'est ça qu'il faut éviter à tout prix. J'en mets combien? 2. 2 paquets de ça. Il y a même les bonbons. C'est bon, je m'en occupe. Et vous avez remarqué une augmentation de la pauvreté avec la crise? Depuis quelque temps, il y a des gens qu'on ne voyait pas avant. Davantage de familles viennent nous voir, notamment des familles qu'on imaginait à l'abri de ce genre de problème. Certains viennent se garer devant notre banque alimentaire avec une superbe Cadillac. Et ils sont bien habillés. On se demande vraiment comment c'est possible, pourquoi ils viennent nous voir. Et après, on apprend que ça fait 1 an qu'ils vivent dans leur voiture. Le mari a perdu son emploi, la femme a perdu le sien, et tout ce qu'il leur reste, c'est la voiture et ce qu'ils portent sur eux. Comme dans le reste des États-Unis, la Floride est durement frappée par la récession. Ici, un Américain sur 6 a besoin de l'aide fédérale pour se nourrir, contre 1 sur 8 au niveau national. Ici, c'est notre aire de jeu et d'apprentissage. C'est un don de Miami Heat. Il y a des jeux, mais aussi des ordinateurs tout neufs. Avant, nous n'avions pas d'ordinateur. Tout cela nous a été donné. Miami Heat, c'est l'équipe de basket, non? Oui. Il y a des gens dans des situations difficiles, ils ont plus de maison, plus de travail. Tu connais ce problème? Ouais, des fois le soir, il n'y a rien à manger, comme chez moi. Comme toi? Ça t'arrive de pas manger à ta faim? Ouais. Et toi? Moi, je partage un sac de nourriture avec mon frère. On vient toutes les semaines. Et qu'est-ce que tu préfères dans le sac à dos? Ça m'est égal. Tu aimes ce qu'il y a dedans, c'est tout? Ce que j'aime, c'est aider les gens. Mais ce sac à dos, c'est pour t'aider toi, non? Oui. Oui, mais moi j'ai assez à manger à la maison. Je donne la nourriture à d'autres gens. Et tu la donnes à qui, par exemple? Je la donne à des gens de ma famille. Ils en manquent, eux? Oui, souvent le soir. Ils n'ont pas assez à manger tous les jours. Et ça te fait quoi? Du bien. À Overtown, un quartier majoritairement black, plus de 55% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais depuis quelques années, le quartier a pris une nouvelle tournure, et ce, grâce à Marvin Dunn. C'est lui qui a eu l'idée de transformer des parcelles du coin en un grand jardin potager. Hello Marvin. Salut Marvin. Salut. Ravi de te rencontrer. Enchanté, bienvenue à Overtown. Thank you. What a beautiful. Quel beau potager vous avez ici. Merci beaucoup. Ici, le problème principal dans le quartier, c'est vraiment le chômage, non? L'un des plus gros problèmes dans les grandes villes américaines, c'est le chômage des populations pauvres, sans diplôme ni qualification. Sans parler des gens qui ont des problèmes de drogue ou de dépendance. Comment faire pour que des gens qui n'ont presque pas été à l'école, qui ont été arrêtés, qui sont passés par la prison et sont dépendants de la drogue, trouvent un boulot sur lequel ils puissent compter, et dans leur quartier en plus? Et vous distribuez ce que vous produisez aux personnes démunies du quartier?
quartier? Oui, nous donnons une grande partie de ce que nous produisons. Le principe est d'approvisionner gratuitement en produits frais les personnes défavorisées du quartier. Nous fonctionnons grâce à des subventions de la ville de Miami et des agences de développement local qui nous permettent de donner beaucoup de ce qu'on fait pousser ici. Bon, je vais aller leur donner un coup de main maintenant. Ça marche, fais du bon boulot, je t'ai à l'œil. Ok. Thank you. Parfois, pour encourager les bénévoles ou les salariés, je leur dis de penser à un truc ou à quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Je leur dis, pensez à quelqu'un que vous détestez. Pensez à moi, par exemple. Et là, ils y vont. Ouais, mais enfin, ils doivent pas vraiment vous détester puisque vous leur donnez une chance de s'en sortir. Là, c'est des bananiers. À la fin de l'été, on devrait avoir des régimes de bananes là-bas. Et tiens là-bas, regarde. Tu reconnais ces fruits? Ce sont des mangues. Elles sont très sucrées. Bonjour. Vous travaillez ici? Oui. Est-ce que ce quartier est dangereux ou violent? Oui, ça l'est. Sans aucun doute. Moi, j'ai pris de la drogue pendant 16 ans. Le 20 octobre, ça fera 9 ans que je suis clean. J'ai été en prison 4 fois. Maintenant, j'ai changé de vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais m'en sortir avant que la drogue me tue. Bien. J'ai fumé du crack et de la cocaïne pendant 16 ans. Ouais, 16 ans. Et comment t'as trouvé le courage pour arrêter? Je me suis jamais sentie assez forte. Je pense que c'est justement de courage que j'ai manqué. Je pensais pas avoir la force de m'en sortir. J'étais persuadée que la drogue était trop forte. Mon père me disait que je valais mieux que ça, mais j'étais tellement dépendante que je pensais que j'y arriverais jamais. Et puis j'ai compris que la drogue pouvait pas décider à ma place et là j'ai réussi à arrêter. Et bien sûr que tu peux. Et maintenant, ça te fait quoi d'avoir les mains dans la terre et de faire pousser des plantes? Faire pousser des plantes qui deviennent magnifiques, c'est pas mal, non? On est d'accord. Dans la vie, il y a des plantes qui se fanent, d'autres qui fleurissent. Moi, je suis une plante qui est en train de fleurir. Désolée, je travaille pas, je discute avec Twyla. Tu serais une employée, je te virerais. Mais comme tu ne l'es pas, tu peux continuer à parler avec Twyla. J'aime travailler avec Monsieur Dan. J'apprécie ce qu'on fait ici. On essaie de vivre, c'est tout. On essaie de vivre. Tout au sud de Miami Beach, c'est le début de Memorial Day, une fête nationale en l'honneur de tous les militaires tombés pour leur pays. Et chaque année, Miami Beach se transforme en une énorme fête. Hello, good evening. Hello, Miami. Hello, good evening. Rabbi Kat. Shalom, how you doing? Shalom, bienvenue. Nice to meet you. Shalom. Yes, God bless. Welcome. Thank you. So, tell me, what is C'est votre bus, ça? Oui, c'est notre synagogue mobile. Ce n'est pas une synagogue comme les autres. Ici à Miami, beaucoup de juifs ne se rendent pas régulièrement à la synagogue. On s'est dit que si les gens ne venaient pas à nous, il fallait qu'on aille à eux. C'est pour cela que nous nous garons dans l'avenue la plus courue de South Beach. Shalom. Shalom et bienvenue dans notre synagogue mobile, une maison de Dieu loin de la maison. Nous avons essayé de faire de notre synagogue un endroit agréable pour que les gens en entrant sentent qu'ils peuvent venir ici se ressourcer et oublier un instant la vie folle qu'ils mènent à l'extérieur. Qu'ils oublient South Beach un instant et se disent « Voici un moment que j'accorde à Dieu et à la spiritualité. » Fini le rythme effréné, on arrête de courir, on se détend, on s'assoit et on se tourne vers Dieu.
C'est pour ça qu'on est là, pour leur rappeler un instant ce qui compte vraiment. C'est un peu comme un magasin, sauf que vous ne vendez pas des boissons ou des fringues comme sur Lincoln Road, mais vous vendez de la religion. Malheureusement, de nos jours, il faut vendre la religion. Si vous voulez que ça marche, il faut faire tourner ça comme une entreprise. Il faut présenter bien et que le lieu soit agréable. Tout doit être irréprochable. Bonjour, vous ne seriez pas juif par hasard? Shalom, vous ne seriez pas juif par hasard? Non, Dieu vous bénisse, bon week-end. Bonjour, vous n'êtes pas juif par hasard? Si? Rabbin! Elles sont juives! On est fiers d'être juifs. Voici mon numéro, appelez-moi. Vous voulez pas mettre le téfiline? Non. Non, c'est pas un souci, on est encore amis. Franchement, ce serait hypocrite de ma part. Pourquoi? Je considère que je suis un bon juif pratiquant et que je n'ai pas besoin de faire ça pour le prouver. Bye-bye. Bonjour David, comment ça va? T'as une minute pour mettre les filines? Bien sûr, allons-y. Bonjour Alexandra, enchanté. Alors David, t'es prêt? David s'implique vraiment. Alors c'est quoi ça exactement? C'est ce qu'on appelle les téphilines. Dans la boîte ici, il y a des écritures de la Torah, du Vieux Testament. Le premier, on le pose sur le biceps. On va le mettre tout de suite. Voilà. On le met sur le biceps le plus près du cœur possible. On pose le nom de Dieu autour de son bras et on prononce des bénédictions en hébreu. Amen. 7 tours pour les 7 jours de la semaine. Et ensuite, on pose l'autre. Les téphilines sont là pour nous rappeler de prendre les bonnes décisions. C'est pour cela qu'on les pose sur le cœur et sur l'esprit pour réfléchir avant de prendre une décision. C'est une leçon importante du judaïsme qui vaut pour tout le monde. Vous ne vous sentez pas mieux? Super. Comment vous vous sentez? Je suis transporté. Transporté? Vraiment? Je suis transporté. Plus en phase avec ma spiritualité. Maintenant, ma journée peut vraiment commencer. Mais pourquoi ne pas avoir fait ça ce matin et avoir été à la synagogue alors? Il préfère le service personnel du rabbin. C'est ça. Et le matin, je cours sur la plage. On est à Miami Beach. Miami Beach, c'est la Riviera américaine dans toute sa splendeur, la cour de récréation des ultra riches. Je peux goûter? Bien sûr. Et c'est aussi le quartier des fêtards et des homos. Bienvenue à Aqua Girl, une pool party avec 3500 lesbiennes. On s'est vraiment éclaté. Ça fait longtemps que je me suis pas retourné la tête comme ça. Si Miami a la réputation d'être une ville superficielle, elle est en train de se muer en capitale de l'avant-garde de l'art. Après avoir rénové ses immeubles art déco à South Beach, elle s'attaque maintenant au quartier de Wynwood. Il est 18h30, je suis à Wynwood. J'avais absolument envie de venir dans ce quartier parce que c'est un quartier tout nouveau en plein de rénovation ici à Miami. Et j'ai la chance de rencontrer Marlo qui est un associé de Tony Goldman. Tony Goldman, c'est un investisseur richissime. Il a investi 35 millions de dollars dans ce quartier et notamment pour créer ce projet qui s'appelle Wynwood Walls. Wow, c'est magnifique. Comment est né ce projet? Les Wynwood Walls sont nés de la collaboration de Tony Goldman et Jeffrey Deitch, qui possèdent une galerie incroyable à Soho qui s'appelle The Deitch Project. Ils ont collaboré ensemble pour exposer les plus grands artistes de rue du monde entier. Il y a des peintures murales du grec Stelios, du brésilien Nunca, et aussi de Aiko, qui vient du Japon, et de Kenny Scharf, qui est un des plus grands artistes du moment.
Ici, c'est Nunca. Oui. Il a une manière bien à lui de gérer les lignes, et il y a aussi ses visages qui sont un peu sa signature. Là, on voit la chaussure qu'a reçue George Bush. Il est débordant d'imagination. Là, c'est la chaussure de George Bush? Oui, C'est génial. Ça, c'est Shepard Fairey? Exactement. Pourquoi avoir choisi de travailler avec des artistes de rue? C'était quoi d'ailleurs ces bâtiments avant? À l'origine, ce quartier est un quartier d'entrepôt qui est en train de devenir un quartier d'artistes et de galeries. Tout est caché derrière ces murs. Et Tony s'est dit que c'était une chance incroyable. Au lieu de percer des portes et des fenêtres dans ces murs, il a décidé d'exposer l'art qui se trouvait à l'intérieur, à l'extérieur de ces bâtiments. Même si l'art continue à s'exposer aussi à l'intérieur, puisque beaucoup de ces entrepôts abritent aujourd'hui des galeries. Si bon nombre de ces artistes étaient jadis poursuivis pour vandalisme, ils sont aujourd'hui considérés comme de véritables stars. Petit tour du quartier. Comme tous les deuxièmes samedis de chaque mois, c'est l'Art Walk, où toutes les galeries sont ouvertes jusque tard dans la nuit. Et vous pensez que ce quartier pourrait devenir l'équivalent de Soho ou Chelsea à New York? En plus grand. Quand le groupe de Tony Goldman commence à investir, comme il l'a fait à Soho ou à South Beach, nous ne le faisons pas à la légère et nous faisons tout pour que le projet soit un succès retentissant. Ah, c'est chouette. Ça s'appelle comment cet endroit? C'est la galerie de Peter Tony. C'est une galerie un peu atypique dans Wynwood. On voit beaucoup d'art moderne et de peinture murale à Wynwood. Et ici, c'est une galerie plus conviviale, plus chaleureuse, avec sur les murs toutes ses œuvres avec des messages. Qui peut trahir le soleil? Le bon moment, c'est toujours maintenant. T'entends ça, Alex? Ah ouais, c'est un bon message. Marlo, merci beaucoup de m'avoir guidée dans Wynwood. C'est vraiment un super projet. Je reviendrai. Reviens quand tu veux. Salut. Il est 19h, direction le sud de la ville. C'est l'heure de Citizen Crime Watch, une association de riverains qui se retrouve une fois par semaine pour parler du quartier et de ses problèmes. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici le programme de surveillance du quartier? C'est bien ici. Carmen Caldwell. Je vous présente Elisa Toruno. Notre programme de surveillance fête en ce moment son 35e anniversaire. Et nous sommes aujourd'hui environ 800 000 personnes. 800 000? Mais c'est énorme. Il y a des gens comme Elisa qui siègent au conseil et qui se tient au courant de tout ce qui se passe dans le quartier. Ce quartier a toujours été un endroit plutôt tranquille, mais il y a quelques années, on a vu apparaître des problèmes. Avec la crise, j'ai cru comprendre qu'il y avait de plus en plus de maisons saisies qui ont été squattées. C'est ça que vous avez surtout vu dans ce quartier? Des gens entraient dans les maisons pour prendre un frigo ou d'autres choses que les gens avaient laissées. Regardez celle-là, elle est nouvellement squattée. Ils ont même repeint la porte. Je parie qu'il y a des gens à l'intérieur, mais on veut pas voir. Vous pensez qu'elle est occupée? Oui, regarde. La porte a été forcée. Vous n'entrez jamais? Non, non, non. Faites attention. C'est pas prudent. On ne sait jamais qui peut être à l'intérieur. Mais vous voyez, la porte a été forcée. On va noter l'adresse et informer la police. Ils ont cassé la serrure. Oui, ils ont forcé la serrure. Souvent, ils squattent les maisons pour la drogue. Nous allons prévenir Chris et il viendra vérifier. Ce sont nos panneaux qui indiquent que les gens du quartier font partie du programme de surveillance. Et qu'on va vous espionner. Vous espionnez les gens? En fait, vous êtes des espionnes.
On doit savoir qui a des enfants et qui n'en a pas. Il faut bien connaître son quartier. Mais si moi je tiens à avoir ma vie privée, que je veux pas que vous connaissiez mes petits Vous ne secrets. participez pas au programme, c'est tout. Mais si vous me surveillez, si vous regardez et dites comment elle est habillée aujourd'hui. Alors faut rien faire de mal. Malheureusement, le monde dans lequel on vit est comme ça. Si on veut garder une certaine qualité de vie, c'est important de veiller sur son quartier. C'est un peu dingue, non? Je suis avec 2 espions d'un nouveau genre. Attention. À Islandia, ce soir, c'est déploiement de forces de l'ordre. Eux, ce sont les explorateurs, des copains de jeu en quelque sorte, à la seule différence que ce sont des explorateurs policiers venus fouiller les fameuses maisons saisies. Et ça rigole pas. J'ai ordre de ne pas leur parler, ni de les suivre, ni de montrer leur visage. Pour moi, c'est Réunion Crime Watch. Hello everybody. Bonjour tout le monde. Okay, Eddie's going to be the Eddie est l'officier qui va s'occuper de ce secteur. Et bien sûr, vous connaissez tous le sergent Reed. Non, c'est qui? Comment ça va? Ça fait un bail. Pour ceux d'entre vous qui ont été cambriolés, sachez que je suis vraiment désolé que ça vous soit arrivé. Ce soir, on va essayer de voir ensemble comment vous pouvez éviter ça. Par exemple, un système d'alarme, un chien, la communication avec vos voisins. Si vous voyez une voiture que vous ne connaissez pas se garer devant la maison de vos voisins, appelez-nous. Elisa, il pleut. Faut rentrer les chaises. C'est quelle taille? Je sais pas. Un XXL. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez plus en sécurité depuis qu'il y a ce programme de surveillance? Oui. Au début, on a un peu de réticence à donner à ses voisins son nom et son numéro de téléphone. Ce sont des infos très personnelles. Mais cela s'est avéré très utile. Vous avez tous signé? Comme je vous l'ai déjà dit, cela fait 30 ans que je fais partie de ce programme. Et je n'ai jamais rencontré de policier télépathe. Ils ont besoin de vos yeux et de vos oreilles. Faites comme Elisa et moi. Quand on se promène à pied dans le quartier, comme tout à l'heure, ou en voiture, comme à chaque fois que je viens pour le programme de surveillance, je fais un petit tour dans Islandia. Si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, vous devez prévenir la police. C'est super important. Si vous voyez des enfants, des adolescents qui traînent, qui prennent de la drogue, boivent de la bière ou font du bruit à 2 h du matin, appelez la police, qu'ils viennent voir ce qui se passe. Ce ne sont peut-être pas des délinquants, mais en appelant, vous faites venir une voiture de police à Islandia. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici on met le paquet pour faire régner l'ordre. En Floride, l'un des plus gros problèmes, c'est le nombre de maisons saisies reconverties en serres clandestines de cannabis. Et tout laisse à croire que la crise aurait bénéficié aux dealers, au point que la Floride est devenue l'état où l'on trouve le plus de serres d'intérieur. Retour du côté de Wynwood. Il est l'heure pour moi de suivre un cours 100% Miami. Check it out. Vous avez tout suivi? Ouais, super. C'est quoi la qualité essentielle d'un bon DJ? Le sens du rythme? Ouais, c'est important. Ça paraît logique. La qualité essentielle, c'est sans doute l'originalité. Il faut sentir quel style de musique est dans l'air du temps et se lancer pour la jouer. Si ce style n'a pas encore pris dans certains pays du monde, vous pouvez devenir celui qui va lancer la mode. Parfois, on prend 2 morceaux et on les fusionne pour créer un morceau nouveau avec un son nouveau. Et si on arrive à créer un son vraiment original, que personne n'a jamais entendu avant, c'est là que ça peut vraiment marcher. Écoutez ça, les 2 mêmes morceaux à la même vitesse. Je les lance en même temps.
Là, ça fonctionne plus, il faut que j'intervienne. J'accélère. Là, ça marche. Mais si je laisse faire, ça fonctionne plus. À vous de jouer maintenant. Prêt? Essaie de suivre le rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. Je crois que t'as pas être DJ demain la veille. Et toi, pourquoi tu viens ici? Je crois que c'est un truc que j'ai voulu faire depuis que je suis toute petite. Mais tu veux pas faire DJ dans les clubs, si? Pas de manière professionnelle. Ah si, franchement, j'adorerais. Ah, t'aimerais? C'est ça ton rêve? Oui. 50% de nos étudiants ont vraiment envie de travailler comme DJ. Après tout, pourquoi pas? Tout le monde danse sur ta musique. Un DJ, surtout à Miami, c'est un peu un dieu. Tu contrôles toute la soirée. On peut faire rire les gens, les faire pleurer, les rendre dingues ou les calmer. C'est toi qui es aux commandes. Et voilà, ça c'est le baby scratch. Retour à South Beach. Miami, c'est vraiment l'entertaining capital des US. Ici, plus que jamais, on vient pour faire la fête. Surtout un week-end comme aujourd'hui. Et les DJ sont de véritables stars. Ah oui, dis-moi. Aujourd'hui, c'est Memorial Day. C'est censé être... Dingue. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le week-end de Memorial Day. Il y a des gens de tout le pays qui vont venir à Miami pour le week-end. C'est devenu une tradition. Ça a dû commencer il y a environ 10 ans ou 11 ans maintenant. J'ai entendu dire qu'il y avait 350 000 personnes qui venaient à Miami pour ce week-end. Absolument. Et le truc, c'est qu'ils viennent pour la plupart en voiture. Ils viennent du Texas, d'Alabama, de Georgie, parfois même de New York, et font toute la route pour venir ici. Memorial Day, c'est notre week-end, à nous, les Blacks. C'est le moment où on peut dire, vous savez quoi, Miami est à nous. En fait, la ville vous appartient, quoi. Ouais. Et pourquoi ça se passe à Miami et pas ailleurs aux États-Unis? Pourquoi les gens sont autant attirés par Miami? Je crois que Miami est l'une des rares villes aux États-Unis où les possibilités et les infrastructures pour faire la fête sont énormes. Il n'y a pas beaucoup de villes où on peut faire la fête et boire jusqu'à 5h du matin. Ouais, salut les gars! Ouais, ça sonne pas mal. Eh, je passe à la télé! C'est pas la classe, ça! Je vais leur demander de te garder au montage. C'est bon, ça! Quand je dis que je viens à Miami pour Memorial Day, les gens sont surpris. Tu m'étonnes. Et juste après, ils me disent qu'ils sont pas racistes. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi cette controverse? Quand ça a commencé, que le Memorial Weekend s'est de plus en plus adressé à un public de blacks, avec une culture urbaine, les choses ont un peu dégénéré. Les gens buvaient beaucoup, et ça a donné lieu à pas mal d'incidents violents. C'est la réalité. Et c'était surtout vrai en 2000, où la ville n'était pas bien préparée. Mais depuis quelques années, il n'y a presque plus d'incidents violents. Et tu trouves qu'il y a du racisme particulièrement ici à Miami ou que ce n'est pas différent d'ailleurs? Il y en a partout aux États-Unis. Miami est connue pour être une ville qui, en temps normal, ne s'adresse pas au public noir. Vraiment? Oui. Si tu es blanc et que tu viens faire la fête à South Beach à n'importe quel moment de l'année, tu peux aller quasiment dans tous les clubs. Si tu es noir, les endroits où tu peux aller faire la fête sont très limités. Il y a plein de clubs à South Beach où tu ne peux pas rentrer si tu es noir. C'est pas vrai. Je t'assure. Mais pour Memorial Day, tes chances de rentrer sont de 98 à 100%. C'est pour ça que tout le monde vient ce week-end-là. Et c'est parce qu'on rentre où on veut. Et ça, c'est parce que ce week-end, tous les gens seront des noirs comme nous.
C'est pour ça que Miami devient noir le temps d'un week-end. C'est ça. C'est dingue. Just part of it. Yeah. Crazy. Yeah. Ah, say what up, boy? Et comment ça va, mec? Yeah, man. Hey. Oh, man. C'est une vraie célébrité, ce mec. Don't forget every Thursday night, I'm at Mia Lounge, downtown Miami. Every Friday night, I'm at Club Play, C'est lui le boss? Miami Beach. And every Sunday I'm at Live, at the Fountain Blue. Check me out on my Twitter. Miami Beach, Miami Beach, Miami Beach, Miami Beach, Miami Beach, Miami Beach, Miami Beach. Rassembler les hommes, les humains et les esprits. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe ici, là, ce soir? Aujourd'hui, à Miami, on célèbre Cousin Zaka. Cousin, c'est le dieu de l'agriculture. Moi, j'y connais rien, c'est la première fête vaudou à laquelle je vais assister. Quel est ton rôle à toi dans cette cérémonie? Je suis également Ungan, prêtre vaudou. Mon rôle, c'est de participer, de chanter, de célébrer. C'est une célébration à la vie, de renouveler ma foi. En quoi cette fête est importante pour les Haïtiens de Miami? C'est l'une des plus grandes cérémonies dans Miami après le séisme du 12 janvier. C'est très triste pour nous autres, mais en même temps, il est important de continuer à célébrer la vie et de continuer avec la culture, de continuer avec la tradition. Dans cette nouvelle Haïti, au tout début, après le séisme, beaucoup d'Haïtiens avaient perdu la foi. Et ce soir, cette cérémonie est très, très, très importante parce qu'on comprend qu'il faut être ensemble. Parce qu'il y a une tristesse ici à Miami. Nos familles dorment encore sous les tentes en Haïti. Et nous autres, on a le privilège d'avoir le confort. C'est pas de cœur gai qu'on vit de tout ça. Du coup, il est important pour nous, au jour d'aujourd'hui, de se mettre ensemble, de célébrer. J'ai l'impression d'être à Haïti. C'est super. Vivre avec le vaudou au quotidien, c'est pas juste prier, c'est ma façon d'être. Donne-moi un exemple, ça veut dire quoi ça, vivre avec le vaudou? C'est très difficile à expliquer, mais quand on croit en la religion vaudou et qu'on la pratique au quotidien, ça le devient toute ta vie. Toi, t'as une chanson que tu chantes le matin? Bilolo, bilolo, bah c'est papa Simbi à plein de l'eau. Bilolo, ni bilolo, escalier boumba bilolo. Bah c'est papa Simbi à plein de l'eau. Bilolo, bilolo, bah c'est papa Simbi à plein de l'eau. Bilolo, c'est papa Simbi à plein de l'eau. Bilolo. Bilolo. Qu'est-ce que c'est, bilolo? C'est une exclamation, finalement, on est là, bilolo. On est encore là. C'est un onomatopée, même si on peut y en avoir tsunami, même s'il peut y avoir du sang dans notre mer, on va tenir, on va rester en bilolo.
Haïti, Haïti, Haïtiens nous sommes, le roseau. Il est 6 h du matin et pour finir mon exploration de Miami en 24 heures, j'avais envie de la terminer sur la plage parce que c'est la saison de la reproduction des tortues et j'ai la chance d'avoir Bill qui est responsable de la Sea Turtle Patrol qui va m'emmener chasser les tortues. Hi Alex. Hi, nice to meet you. Bonjour. Bonjour. Quelle belle journée. Voici mon bureau. Comme le soleil se lève à peine, on peut très bien repérer les traces. Rappelle-toi que nous sommes à la recherche d'une très vieille créature marine. La tortue de mer est un dinosaure. Elle suit le même parcours depuis des millions d'années. On va essayer de repérer des traces. Ok, shall we go? On y va? Oui, on part en patrouille. Quand la tortue femelle vient sur la plage, elle y dépose ses œufs dans un nid. Elle le recouvre de sable et ne revient plus jamais. Vraiment? Elle ne revient jamais au nid. Les petits doivent se débrouiller seuls. C'est pour cette raison qu'on doit s'assurer que le nid ne risque rien, que les œufs soient incubés correctement et que les bébés tortues puissent rejoindre l'eau. C'est Maria, une de nos habituées. Quel est le danger pour ces tortues? Un des plus grands dangers vient de la lumière artificielle sur les plages construites. Ces lumières peuvent désorienter les bébés tortues. Quand ils sortent du nid, leur instinct leur dit de se diriger vers la source lumineuse la plus forte, ce qui devrait être de nuit les reflets de l'écume. De l'océan. Oui, la lumière des vagues qui se brisent. S'ils voient une lumière artificielle d'un site en construction, ou d'un immeuble par exemple, ils vont partir dans la mauvaise direction et filer droit vers la rue. Ils ont repéré une tortue. Une vraie tortue sur la plage? Non, juste les traces. Tu ne verras pas maman tortue. Oh, mais je veux voir une tortue. Désolé. C'est ça qui est super à Miami. C'est qu'il y a plein de gens, il y a la ville, et puis il y a aussi des tortues. Tu verras des traces de son passage. Bonjour, comment ça va? On cherche des tortues de mer. Alex, dis-moi si tu vois quelque chose. Stop. Il y a quelque chose, non? On descend et on va voir de plus près? Et c'est parti pour 2 heures de travaux pratiques. Bill me montre comment il surveille toute activité laissée par les tortues. Quiconque toucherait à un nid risque une amende de 25 000 $ et 3 ans de prison. Salut, à la vôtre. Santé. Thank you so much. Bill, merci de m'avoir emmené ce matin. On n'a pas eu beaucoup de chance. Merci à toi d'être venu voir le travail rigoureux que nous faisons au quotidien. Je sais que t'es un peu déçu. T'as pas vu de tortue, mais t'as vu des traces. Et donc maintenant, tu fais partie des Turtle Rangers. There we go. There we go, Turtle Rangers. Thank you so much. Merci beaucoup, Bill. Thank you so much. C'est ici que je vais terminer mon exploration de Miami. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Yeah, the sun is shining and the sand is getting warm. Well, now winter is over and springtime is coming on. Yeah, turtles in the morning, turtles in the afternoon. Turtles in the morning, sea turtles in the afternoon. We ain't seen no turtles this morning, but tomorrow's coming soon. And we gotta go.